prochain numéro, Maïka Desnoyers. Wow! OK. Ça te rappelle des bons ou des mauvais souvenirs, Maïka? Ça me rappelle des souvenirs tout court. C'est pas... Oui. Voilà. Ça me rappelle des souvenirs tout court. Maïka, bienvenue au prochain numéro. Merci. Balado du magazine 7 jours dans lequel on revisite ta carrière à travers nos archives. On voulait savoir, est-ce que tu te souviens de ta première entrevue avec le magazine, ta toute première? Non. Non? Non. Non, vraiment. Hey, j'essaie de penser. C'est sûr que c'était par rapport à Guillaume, mais non, je ne me rappelle pas. Non. Ben, c'est sûr que tu as ça? J'ai ça. Oh my God. Je ne l'ai pas papier, malheureusement, mais c'est ta toute première archive, date de 2007. C'était pour nous parler de ta relation à ce moment-là, donc avec Guillaume Latendresse, qui est maintenant ancien joueur du Canadien. Tu peux le voir à l'écran. On l'a pas physiquement, mais on l'a l'archive virtuelle. On était des bébés. Très jeunes. Est-ce que tu trouvais ça curieux à cette époque-là de te faire demander en entrevue pour parler de votre relation alors que toi, tu n'étais pas quelqu'un dans la sphère publique? À ce moment-là, je pense que j'ai pas trouvé ça bizarre parce que le Canadien de Montréal, tu sais, les joueurs sont encore vraiment mis de l'avant, mais c'était encore plus dans le temps. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, tout ça. Avant, on n'avait aucun accès aux joueurs de hockey. Et le Canadien refusait que les joueurs soient dans des pubs, dans des sites. Fait que, c'était très, très différent d'aujourd'hui. Fait qu'une Québécoise, une jeune Québécoise avec un Québécois aussi talentueux, j'ai pas trouvé ça bizarre. J'ai fait comme, OK, c'est une logique des choses. Est-ce que j'étais gênée? J'étais mortifiée. Puis, tu sais, une partie de moi qui comprenait pas peut-être, mais l'autre partie qui était comme, ils veulent des infos sur Guillaume, c'est tout. Évidemment, oui, c'est ça. Tu étais aussi, à cette époque-là, agente immobilière, mais excuse-moi, je suis allée trop vite dans mes archives. Si on peut remettre l'archive à l'écran, dans cet article-là, on peut voir une photo de toi alors que tu étais Miss Univers Québec. Si tu peux nous parler de ton expérience dans ce genre de concours-là. En fait, c'est grâce à Miss Univers Québec que j'ai rencontré Guillaume. En fait, j'ai toujours rêvé d'être dans les communications. J'ai toujours aimé ça. J'ai été étudiée en communication, justement. J'ai fait Promédia. On le voit ici. Oui, oh mon Dieu, j'étais vraiment un bébé. J'ai fait Promédia, puis j'étais allée aussi au cégep de Longueuil, qui avait l'option communication. Et puis, à un moment donné, ma mère m'a dit « Hey, à Salut Bonjour, ils ont parlé justement d'un concours qui s'en vient au Québec. C'était la première année qu'ils faisaient ça. Tu devrais envoyer ta photo, puis tes informations. » Puis tout est parti comme ça. Puis ça a été vraiment une super belle expérience. Stressante parce que j'étais quand même jeune. Là, j'avais 18-19 ans. Mais c'est de là que tout est parti finalement. Là. Ça a servi de porte d'entrée. Oh mon Dieu, oui. 100%. Mais donc, l'archive dont j'allais parler, je suis allée trop vite, mais tu étais aussi déjà agente immobilière à ce moment-là. Tu avais juste 20 ans. Comment tu as débuté dans ce domaine-là? Parce que tu me dis que tu as fait des études en communication. Donc là, agente immobilière, où ça s'est tracé dans ton parcours? En fait, j'ai commencé à l'âge de 19 ans. J'ai eu mon permis le 4 mai à mes 19 ans. Je vais faire 20 ans sous peu. Là. Ma mère était courtière immobilière déjà, puis elle l'est encore, en fait. Et puis là, à un moment donné, j'étais comme perdue. Je savais que je voulais faire des communications. J'avais suivi des cours de chant. J'adorais chanter aussi. J'étais très artiste dans l'âme. Les études, je trouvais ça le fun, mais c'était pas exactement ce que je voulais. Tu sais, quand tu vas étudier en communication, c'est pas ton trip d'apprendre des choses, d'apprendre des textes, de parler. Fait qu'elle m'a dit, Maïka, regarde, va faire ton cours de courtier immobilier, puis tu peux être mon adjointe pendant ce temps-là, tu peux m'aider. Puis dans le temps, c'était des cours seulement de 4 mois. C'était vraiment pas long. Fait que je me suis dit, bon, ben pourquoi pas? Puis ça faisait un bon sideline aussi. Oui. Fait que c'est comme ça que ça a commencé finalement. OK. Quand tu as fait ton entrée dans les communications, tu as fait quelques chroniques sportives. Et tout ça, est-ce que c'est parce que tu avais un intérêt ou c'est parce que tu étais avec Guillaume, donc par la bande? En fait, je venais de me séparer avec Guillaume quand on m'a approché. On m'a vraiment approché pour me demander, « Hey, est-ce que tu aimerais ça avoir des chroniques je pense que c'était dans le dernière heure. Puis le but, c'est que, à un moment donné, tu le sais, là, il y a très peu de place dans le milieu. Oui. Fait que quand il y a une porte qui s'ouvre, prends-la. Oui. Elle va te mener à autre chose après. Mais exact. Oui. Fait que, tu sais, moi, là, le sport, je connaissais rien là-dedans. Je savais même pas c'était quoi un hors-jeu là, au hockey. Là. Moi, j'aimais Guillaume. J'aimais pas le hockey. Fait que je comprenais rien. Puis je me suis dit, ben, je vais apprendre. Puis, quand on m'a demandé de faire des chroniques, justement, dans le magazine, ils m'ont dit, tu sais, t'es pas obligé de connaître le sport en tant que tel. On veut des chroniques qui sont human. Fait que, tu sais, t'apprends un peu le parcours du sportif, oui, mais on veut vraiment que tu sortes des informations puis que tu discutes avec lui. Et pour le genre de public de ce magazine-là aussi, ça se portait bien. C'est moins des... Ben, pas porter d'intention à personne, mais c'est moins des amateurs de sport, peut-être. Exactement. Qui lisent la dernière heure. Fait que j'allais vraiment, tu sais, du côté human. Puis, veux pas...
après ma relation avec Guillaume, j'avais quand même rencontré beaucoup de gens qui étaient dans le milieu du sport, puis j'avais des beaux contacts qui pouvaient aussi aider au niveau du magazine. C'est sûr que ça aide. Oui. Dans cette même entrevue, tu disais que si Guillaume était échangé et devait quitter Montréal, tu retournerais aux études. On voulait savoir pourquoi avoir voulu poursuivre dans une autre carrière que plutôt de continuer à être agente immobilière. Est-ce que tu voulais faire une cassure? Non, parce que j'aurais pas pu être courtière immobilière ailleurs. OK. Dans le fond, tu sais, s'il était changé, à moins que ce soit, tu sais, mettons, à Ottawa, mais encore là, je connais pas le marché immobilier là-bas. S'il était changé aux États-Unis, j'ai pas le choix. Si je veux garder mon poste de courtière immobilière, je dois être bilingue à 100%. Oui. Puis je dois refaire mes études. Fait que peu importe, je me disais, ben s'il a été changé, je mets ça sur hold. Tu mets ton permis de courtier en hold, donc tu le perds pas. Puis tu vas étudier parce que rien faire, c'est long. Là. C'est très long. Oui, puis est-ce que j'étais jeune? Là. Oui. Est-ce que tu avais envisagé une avenue en particulier? Ou? Non, j'étais pas rendue là. Non, pas du tout. Tu as eu un fils avec Guillaume, Aiden. Il suit les traces de son père maintenant, joue au hockey aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se passe pour lui? Bon, t'en parles parfois sur les réseaux sociaux, on te voit là, faire la route. Ah oui, la longue route. Aiden, ça va super bien. Ouais. C'est sûr que aux États-Unis, c'est pas la même game au niveau du hockey qu'au Québec, sincèrement. Là, c'est pas... Il doit réapprendre le jeu. Okay. C'est vraiment différent. Il aime ça. C'est stressant quand même parce que tu as les études. Tu sais, on le dit toujours, les études passent avant le hockey. Il y a des notes incroyables. On regarde ça. Il est tout fier. Il dit, maman, j'ai reçu des offres éventuellement pour aller dans des grandes universités parce que ses notes sont bonnes. Okay. Fait que oui, c'est le fun, le hockey, mais les études d'abord et avant tout. Il est dans quel domaine? Là, présentement, c'est parce que dans le fond, là, comment ça fonctionne aux États-Unis? Oui, eux, ils n'ont pas le cégep. Ils n'ont pas de cégep. Ça, ouais. Fait que c'est comme s'il continue son secondaire là-bas. Fait que, mais après ça, il veut s'en aller à l'université en finance. Ah, OK. Oui. Fait qu'il n'a pas choisi des affaires bien faciles. Oh, oui, mon Dieu, ça va. Il est bon en maths, on lui souhaite. Oui, mais en fait, il n'a pas toujours été bon, mais je pense que quand tu te découvres une passion, soudainement, tout va bien. T'sais. Oui. Puis ça le motive aussi, j'imagine. Est-ce qu'il faut qu'il ait des bonnes notes pour rester dans l'équipe? Oui. Souvent, il y a ça aux États-Unis, fait que t'as pas le choix de... Ah, il est correct. Parfait. Il est chanceux. 2015, maintenant, tu as fait ta première couverture du magazine. Tu étais maintenant donc en couple avec Étienne. Vous étiez les heureux parents de la petite Anna. Je te passe le magazine qui est juste ici. Voilà. Le shooting photo était tellement beau. T'en gardes des beaux souvenirs? Ah oui, ouais, vraiment, là. Oui, ça, j'en ai encore des photos comme ça à la maison de cette entrevue-là parce que c'était une super belle entrevue. Les photos étaient magnifiques. Les enfants sont tellement beaux. Oui. C'était des petits bébés. C'est rare qu'on a des beaux souvenirs comme ça de famille avec un photographe et tout ça. Fait que ça fait des beaux souvenirs. Dans cette entrevue-là, Étienne mentionnait que vous vous étiez rencontrés en 2012. Oui. Et la journaliste notait qu'Anna était née en 2014 et que les choses avaient évolué un peu rapidement entre vous. C'était juste 2 ans, mais... Non, en fait, on a dû se tromper parce qu'Anna est née en 2014, donc on s'est rencontrés en 2013. Ah, bon, encore plus vite, donc la journaliste avait raison. Encore plus vite. Oui, je t'inviterais... Oui, il y a le petit post-it ici. Si tu peux nous lire ce que Étienne avait dit à la journaliste à ce moment-là. Votre petite Anna est née en avril 2014. Les choses ont donc évolué rapidement entre vous. Effectivement, dès le départ, ça a été fusionnel entre Maïka et moi. Je savais ce que je voulais et ce que je voulais pas dans ma vie. Ça m'a permis de prendre des décisions en conséquence. J'ai rapidement vendu ma maison pour déménager avec Maïka. On voulait savoir, toi, c'était quoi ta première impression d'Étienne? Comment tu as su aussi rapidement que c'était le bon? Sérieusement, là, quand ça clique, ça clique. Puis, je le trouvais déjà beau. Là. Je veux dire, j'avais pas besoin de savoir qu'il était fin pour ça. Là. Il paraissait super bien, puis je l'avais toujours trouvé beau. Mais quand on s'est rencontrés pour la première fois dans un restaurant, on avait des amis avec nous et on n'a pas parlé à personne. On était comme en grosse conversation. Ça a été toute la soirée. Puis à partir de ce moment-là, on n'a jamais arrêté de parler. Tu sais, on s'appelait, on discutait des heures et des heures au téléphone. C'était comme si j'étais retombée en adolescence. Okay. Puis là, j'ai su, tu sais, quand ça clique comme ça, que le courant passe aussi facilement que ça, bien, c'est rare. Oui. Fait qu'automatiquement, je savais que c'était le bon. C'était un bon signe. Oui. À ce moment-là aussi, dans les mêmes années, tu avais un blog sur la vie familiale. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet-là? Comment, oui. On a décidé de partir Ma famille, mon chaos, qui était dans les débuts des blogs. Ouais. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup. En fait, c'est parce que j'étais en congé de maternité, puis j'étais pas capable de rien faire. Faut s'occuper. Oui, je me suis comme occupée, puis je trouvais ça le fun de discuter de sujets que j'avais envie de discuter. On a trouvé des collaborateurs, c'est devenu vraiment gros, beaucoup plus gros que ce qu'on pensait. Mais à un moment donné, on a fini par l'arrêter parce que, tu sais, dans le temps, les publicités, etc., il n'y en avait pas tant que ça. Fait que veux pas, ça me coûtait quand même très cher pour
zéro rentrée Oui. d'argent puis beaucoup de temps. Fait qu'à un moment donné, veux pas, j'ai recommencé à travailler puis on a fait comme, ah ouais, ça fonctionnera pas longtemps, là. Mais les gens s'en rappellent encore. Ouais. C'est super le fun. Je m'en fais souvent parler de ma Ouais. famille, mon chaos. Fait que c'était une belle passe dans nos vies. Le nom est resté aussi, c'est un Oui. nom marquant. Le fait, c'est que Étienne était comme, comment on va appeler ça notre blog? Puis là, je regardais le ciel, puis je pensais, OK, notre famille, ma famille, c'est un chaos, là, puis c'est correct comme ça. Puis c'est pas juste négatif avoir une Non, famille ben non. qui est un chaos, tu sais. Fait que, ouais, on l'avait bien aimé, notre nom. Un bon branding. Oui, On se transporte maintenant en 2018. Étienne et toi, tu peux déposer le magazine. mais je l'aimais. Ah, tu peux le garder aussi. 2018, donc, Étienne et toi étiez venus nous parler de votre horaire très chargé et de comment vous arriviez à concilier vie, travail, famille et tout ça. On t'avait demandé quel était ton secret. Donc, on va voir l'archive à l'écran. Je vais te lire ce que... J'aimerais ça avoir le secret parce que je suis un peu perdue. Je vais te le dire. Donc, tu nous as répondu. La préparation, la gestion et l'organisation. Je suis présentement en plein tournage de la prochaine saison de Vendre ou rénover Québec. Et tout se déroule à merveille. En 3 ans, le designer Daniel Corbin et moi avons développé une belle complicité et notre plaisir à travailler ensemble transparaît à l'écran. Oh. Parce que tu nous avais répondu en 2018, donc Vendre ou rénover, comment c'est arrivé dans ta vie? C'était ta première animation télé. Oui, première animation officiellement à la télévision. En fait, c'est l'équipe de Zone 3 qui produisent Vendre ou rénover. Qui produisait les tests, mais qui produisent encore les testeurs. Puis, qu'Étienne co-anime avec Patrice exactement. Bélanger. Puis là, il voulait passer des auditions. Puis en même temps, pendant les testeurs, on disait, Étienne, hey, ta blonde est conseillère immobilière, c'est temps de passer des auditions. Fait que je suis allée passer les auditions. Je n'étais pas avec Dan Corbin à ce moment-là en audition. J'étais avec quelqu'un d'autre. Ça a super bien été, mais tu sais, dans ma tête, j'étais comme... J'avais déjà passé une audition pour un autre show de télé d'immobilier avant, qui m'avait appelé, qui avait fonctionné. Le show a fonctionné, mais il ne m'avait pas pris moi. Dieu merci, parce que ça veut dire que j'aurais pas eu Vendre ou rénover sinon. Puis c'est ça. Fait que j'ai été passer l'audition, puis quelques semaines après, ils m'ont dit « Hey, c'est toi qui l'as. » Je pleurais ma vie, je comprenais pas ce qui se passait. Puis j'ai rencontré Dan la journée où on a pris une photo ensemble pour le show. Mais on s'est jamais rencontrés avant. Ni avant, qu'il n'y avait pas eu ils disent d'un en anglais un chemistry read. Là, je sais bien que c'est pas une série, mais rien du tout. OK, fait que tant mieux si ça a bien fonctionné. Ils ont bien saisi les choses. Vos quand énergies, on y pense, Ben justement, vous avez une belle chimie à l'écran. Est-ce que tu peux nous parler un peu de votre relation? Je sais que récemment, tu as fait une publication sur Instagram. Vous disiez vous aimez ça, vous taquinez, tout ça. Mais c'est que les gens souvent écoutent l'émission en pensant que on se nargue comme ça méchamment, puis qu'on a vraiment de la rancune ou quoi que ce soit. Mais c'est tout le temps amical. Puis, veut pas, c'est un show de télé. Il faut comprendre que c'est un format qui a été acheté. Donc, à la base, ça vient de Toronto. Après ça a été Toronto, Vancouver, il y en a partout dans le monde. Mais toutes les choses sont pareilles. Tu dois avoir une rivalité, puis la rivalité doit se sentir. Fait que nous, là, quand on se lance des bitcheries, là, on est crampés après. Puis, tu sais, celui qui a lancé la plus grosse bitcherie, là, se fait tellement féliciter par l'autre. C'est comme, oh mon Dieu, c'était donc bien bon, ça. Fait que, tu sais, c'est un show de télé. Fait que des fois, les gens sont comme, oh non, elle est tellement pas fine avec Daniel. Puis je suis comme, mais c'est ça le show. Ça fait partie de, oui. Exactement. Fait que moi puis Dan, on s'entend super bien. On a vraiment du plaisir à tourner ce show-là. Tu sais, des fois, là, j'y pense, je me disais, tu sais, on va arrêter le show un jour. Tout finit par arrêter. Je sais pas comment je vais réagir parce que moi, c'est vraiment ma famille, cette équipe-là. Tu as du plaisir à faire ça. Ah, j'ai du plaisir. C'est toujours la même équipe depuis 10 ans. Je ne me vois pas vivre sans Vendre ou rénover puis sans les gens avec qui je travaille. Puis comment vous arrivez à vous... Bon, tu disais c'est un format qu'il faut respecter, mais comment vous arrivez quand même à vous réinventer ou à apporter des petites nouveautés pour pas que ça devienne redondant, puis tu as encore du plaisir à le faire? Dans les autres formats, en fait, à la fin, le perdant donne une bouteille d'alcool au gagnant ou paye le verre de vin ou de champagne. Mais moi, quand j'ai commencé à Vendre ou rénover, je buvais pas. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui boit en tant que tel. Ça m'arrive de prendre un petit verre par là, mais j'étais là, je suis pas à l'aise avec l'alcool. J'avais beaucoup de gens autour de moi qui avaient des problèmes de consommation. Puis j'étais comme, oh, pas le goût de m'embarquer là-dedans. Fait que finalement, en fait, comme, hey, tu sais quoi? On va tout simplement changer ça, puis on va faire des défis à la place. Et les défis ont super gros poignet. Fait qu'on est les seuls à avoir eu l'occasion de faire des défis plutôt que la bouteille d'alcool. Fait qu'on se réinvente comme ça. On a aussi, à chaque fois, c'est des nouveaux participants. Puis c'est vraiment des vrais défis. C'est des vraies personnes qui veulent vraiment vendre ou rénover. Fait qu'on a toujours un challenge qui est là. C'est pas redondant, là. Les maisons changent, les designs changent. Fait que c'est le fun. Le format de base reste le même, mais chaque épisode amène son lot de différences. Est-ce que tu as des souvenirs marquants de tournage? Est-ce que quand tu penses à que ce soit vraiment
quelque chose qui est passé à l'écran ou hors caméra, tu sais? Je vais toujours me rappeler, à un moment donné, on visitait une toute petite maison à Longueuil. Puis, c'était terrible. On est rentré là. La maison était en location. Fait que, tu sais, c'était pas le propriétaire qui était là. Puis là, on s'en va filmer. C'est une journée de visite. Donc, on était avec les clients. Moi, j'ai seulement vu sur photo, donc sur Centris, les photos parce que c'est une location. Fait qu'il fait comme on dérangera pas les locataires tout le temps. On arrive, il y avait eu un méga party la veille, genre. Un méga party. Puis là, on regarde la maison qui est tout petite, mais on a fait comme, OK, il y a eu un gangbang, là. C'est clair. Il y avait des condoms dans le lit. Là, on était comme, on peut pas refaire le lit, nous, on touche pas à ça. Non. Il y avait de tout ce que tu peux imaginer sur le comptoir. La salle de bain était terrible, j'osais pas rien toucher. Puis finalement, on a réussi comme à tout tasser puis à filmer de façon à ce que ça ait l'air potable. Le moins possible. Mais ça avait l'air tellement potable pour le prix en plus qui était bas parce que c'était une petite maison qui avait besoin d'amour, que encore aujourd'hui, quand il y a des rediffusions, je me fais appeler pour savoir c'est quoi l'adresse parce que le monde veut la visiter. Puis genre... Vous voulez pas savoir. Vous voulez pas, genre. Et puis à vendre, mais vous auriez pas voulu la visiter, je vous le confirme, là. Ah, mon Dieu. Ouais, OK, ben oui, ça c'en est un marquant, ça, c'est ça. on en rit encore, là. Mais les gens savaient que vous veniez le lendemain? Oui, c'était des locataires. Fait qu'eux autres, il y avait comme... Ça les dérangeait pas, là. Il y avait eu, je pense, une fête quelconque, un festival à Montréal, puis il avait comme fini le party là-bas. Il était parti, puis oui. Puis on allait regarder, on était comme, vous voyez, il y a un bel espace de rangement au niveau du cabanon à l'extérieur. J'ai viens pour ouvrir le cabanon, puis il y a un monsieur qui arrive avec sa mallette. Puis je suis genre, il vivait dans le cabanon. Il avait fait un deuxième comme petit logement, voire, je pense pas que ce soit légal. Oui. Puis là, on était comme, mais c'est quoi cette place-là? Puis on peut pas montrer ça à l'écran, tu sais. Mais nous autres, en arrière de l'écran, là, on riait tellement. C'est vraiment de voir le petit monsieur qui arrive avec sa mallette, puis alors, c'est un homme d'affaires. Puis là, il s'en va dans le cabanon, je suis genre... Il habite dans le cour. Il habite dans le cabanon. C'était terrible. Ben, mon Dieu. En tout cas, si on la revoit à la télé, cette maison-là, on va pouvoir la spotter. C'est quelque chose. On se transporte maintenant en 2019. Tu avais participé à la chronique Vivre en beauté, écrite par Annick Dumontet dans la section Inspiration du magazine. Elle te parlait notamment de ta présence sur les réseaux sociaux. Remarquait que tu partageais ta vie beaucoup en stories, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Tu lui avais répondu ceci. « Je n'ai pas peur de faire part de mes défauts ou de mes problèmes parce que si je vis cela, d'autres le vivent aussi. Il faut pouvoir rire et dédramatiser les choses et le simple fait d'en parler peut aider les gens qui vivent la même chose. » Donc ça, c'est 2019, c'est pas très loin, mais est-ce que tu dirais la même chose encore aujourd'hui? 100%. Ouais. Puis tu sais, il faut dire que si on retourne là, back in the days, en 2019, là, les réseaux sociaux commençaient vraiment à popper. Fait que moi, il y avait encore un petit peu de jugement. Il y avait encore, tu sais, puis j'arrivais quand même à avoir des partenariats payants, puis j'arrivais à avoir du plaisir sur Internet. Parce que moi, j'ai commencé à faire ça, Instagram en 2014, alors que personne ne faisait ça. C'est très tôt, 2014. Oui, là, 2014. Ça paraît pas si loin, mais pour l'époque. Oui. Moi puis Étienne, on se faisait juger. Ah ouais, tout ça. C'était comme, ben voyons, ils ont besoin. Puis après ça, on se faisait appeler pour, mais comment vous avez fait? Puis, tu sais, les partenariats. On était comme avant-gardistes là-dessus sans le vouloir, parce que nous autres, c'était juste un plaisir qu'on avait. Puis finalement, ben regarde, ça donne ce que ça donne. C'est rendu un travail. Oui. Mais en même temps, je ne le vois pas seulement comme un travail. Je suis quelqu'un qui, justement, travaille beaucoup en dehors d'Instagram. Fait que moi, quand j'arrive sur Instagram, je m'amuse à jaser, comme si je jasais avec des amis. Puis je sais que les gens aiment ça, mais je pense que ça me fait plus de bien à moi qu'à eux. Ah ouais? C'est comme si c'est ma petite psychothérapie. C'est mon moment où, tu sais, en temps normal, j'appellerais mes amis. Mais tu sais, de nos jours, quand est-ce qu'on appelle nos amis? On les texte, on ça. Fait que là, c'est le moment où, verbalement, je raconte des affaires. Puis, je m'en vais à tel endroit. Puis, comme si j'appelais quelqu'un. Fait que c'est peut-être un peu malsain quand on y pense. J'ai peut-être un problème psychologique aussi. Ben, c'est peut-être preuve aussi que ta communauté est proche de toi parce que tu te sens à l'aise assez pour dire ce genre de choses-là. Tu sais, je le dis, puis ça a toujours été comme ça. Je réponds à chacun de mes messages. Même si c'est long, même si ça me dérange pas, je suis comme, pour vrai, ils prennent le temps de m'écrire. Pour moi, c'est super important de leur répondre. Je sais pas, peut-être que je veux pas, j'ai eu des enfants jeunes. Après ça, ben j'en ai eu 3 à 6 ans d'intervalle, ce qui fait en sorte que travail, après ça, tu t'occupes d'un bébé puis un autre un peu plus grand. Fait que pour moi, c'était comme d'avoir des amis, des gens avec qui discuter alors que j'étais à la maison puis que j'avais peut-être pas une vie super remplie. Fait que ça a été comme je disais, un peu comme une psychothérapie pour moi, là. Une belle façon de le voir quand même. Mais sur les réseaux, justement, tu parles de plusieurs sujets qui peuvent, pour certains, être tabous, visiblement pour toi, qui le sont peut-être moins, mais le lipodème, l'utilisation de chirurgie, botox, injection ou autre. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui a fait plus réagir ta communauté?
Ou dont on te parle le plus? Je le sais pas. Je te dirais qu'il y a eu un moment donné où j'ai dit aux gens que j'arrivais toujours en retard. Puis, mais là, oh mon Dieu, ça a vraiment... J'étais là, c'est le sujet le moins pire que j'ai dit de toute ma vie. Là. Et là, ça a explosé. Puis j'étais comme, oh, mais c'est une maladie, c'est être petit optimiste. OK. C'est quelque chose qui a été inventé. Puis qui dit, c'est vraiment comme, t'as l'impression dans ta tête que tu vas être d'avance, que tu vas être correct, mais t'arrives pas à bien calculer tes choses. Okay. Mais moi, je disais ça en niaisant, là. C'est juste drôle. Oui. Puis c'était un sujet que j'avais fait à la radio quand je travaillais à Rythme. Oui. Puis j'avais super pogné. Puis moi, j'étais habituée d'être... Hey, on rit, on fait des petites affaires. Et là, le monde était fâché. Parce que tous ceux qui sont super à l'heure puis qui haïssent les gens en retard, là... On te reprochait genre un manque de respect du temps Oui, des puis j'étais autres. comme, guys, c'est juste une blague. Puis quand j'arrive en retard, là, c'est pas genre 2 heures en retard. Des fois, c'est un 5, un 10, un 15 où je l'explique. Tu sais, je suis pas genre, hey, j'arrive en retard, j'en ai pas parlé. Mais là, à un moment donné, mon chum était comme, hey, pas vrai. Fais juste arrêter de répondre aux gens, là, ça va passer. Il y a ça qui a fait réagir. Dans le temps, j'ai été une des premières à parler de Botox, de filler. Puis, tu sais, maintenant, il y a plein de gens qui font des collaborations par rapport à ça. Fait qu'on en entend plus parler. Mais moi, quand j'en ai parlé, j'ai payé mes affaires, là. Fait que personne n'en parlait. Mais ça me dérange pas de parler de ces affaires-là. Faut dire que j'ai un problème, je n'ai pas de filtre dans la vie. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à travailler. Okay. Parce que moi, dans ma tête, je me dis toujours, si je le pense, si je le vis, c'est que quelqu'un d'autre qui le pense puis qui le vit. Puis je réalisais pas que je peux vraiment me faire juger puis que j'ai pas la couenne assez dure pour les remarques méchantes, moi. Okay. Je suis pas faite forte là-dessus parce qu'il y a dirait que je dirais jamais quelque chose de méchant à quelqu'un. Fait que quand quelqu'un me le dit, je comprends pas. J'ai bien de la misère avec ça. Fait que, tu sais, même j'ai un podcast, moi aussi, c'est quoi ton style? Puis il y a des fois, ils font comme, hey, Mike, il va falloir qu'on coupe ce bout-là. Ben, moi, ça me dérange pas. Ils sont comme, hey, tu l'assumes. Oui, puis ils sont crampés. Il y a personne qui aurait dit ça en temps normal. Je suis là, moi, il y a quelque chose qui passe dans ma tête, puis je le dis. Ouais. C'est tout. Je suis faite de même. Des fois, mon chum, il est comme, jure que tu viens de dire ça. Ça sort de ta bouche plus vite. Je me dis, je l'ai pensé. Ouais. Puis je suis pas quelqu'un, j'ai pas une once de malice dans la vie. Fait que je me dis, si je l'ai pensé, c'est pas méchant, c'est correct de le dire. Sauf que les gens autour de moi me protègent énormément. Puis sont comme, on veut pas que les gens soient méchants ou quoi que ce soit. Fait qu'on va te protéger parce que t'es pas capable de te protéger toi-même. Hein? Mais c'est drôle que tu dises ça, que les remarques t'atteignent quand même un peu. Puis tu sais, aussi banal que soit être en retard, là, ça te refroidit pas quand même de continuer à partager ces choses-là? Tu sais, parce que quelqu'un pourrait dire, ah ben là, si cette petite chose-là devient une montagne, je pourrais... Je pense que l'amour que je reçois du web est beaucoup plus intense puis beaucoup plus fréquent que le négatif. Fait que je pense que je me nourris de ça. Je suis pas la personne avec la plus grande confiance en elle. Puis peut-être que je vais... Puis ça va avoir l'air peut-être un peu malsain, mais je vais me nourrir de cet amour-là, puis ça me fait du bien. Parce que, comme je dis, tu sais, je suis pas quelqu'un qui sort, je vois pas, tu sais, j'ai des amis, mais je les vois pas souvent, je travaille, j'ai les enfants, je suis fatiguée. Fait que pour moi, comme le moment de faire, je dois pas être si pire que ça, s'il y a des gens qui m'apprécient, tu sais. Ouais. Fait que pour moi, ça me sert à ça. Mais oui, des fois, il y a des fois, j'ai eu envie juste de faire comme, hey, fuck off, là. Je suis tannée, j'essaie d'être vraie, j'essaie d'être fine, puis il y a des gens qui font des remarques. Ouais. Mais c'est surtout, à un moment donné, mon chum, il finit par me dire, hey, ça fait quoi? T'sais, est-ce que tu connais cette personne-là? Est-ce que tu sais si c'est un troll? Est-ce que tu sais si elle n'a pas déjà vécu quelque chose de traumatisant? Puis là, tu viens juste de soulever un petit point, puis là, elle n'a pas réalisé ce qu'elle écrivait. Puis c'est lui qui a fini par me faire comprendre, c'est pas grave. Toi, là, tu sais, j'ai un petit bonheur facile, puis c'est correct. Puis garde ce bonheur-là parce que les gens méchants, il va toujours en avoir. Mais pour vrai, je réalise que même à 90 ans, je serai pas faite pour le négatif. Ouais. Ça me draine beaucoup d'énergie, fait que je reste dans le positif le plus possible. Ben, c'est une très belle façon de voir ça, surtout quand tu vis sur les réseaux sociaux majoritairement. T'en fais ta vie et ton loisir aussi. Là, fait que ça peut devenir lourd. Fait que c'est une belle façon de voir ça. Merci. Mais donc, on dirait que rien n'est tabou pour toi. Est-ce qu'il y a quand même des choses, sans nous le dire évidemment, là, mais est-ce qu'il y a des choses pour toi que tu gardes pour toi vraiment? Si, mettons, j'ai une chicane avec mon chum, personne ne va le savoir parce que c'est très personnel à nous. Je monte un peu mes enfants. Et des fois, les gens sont comme « Ah, elle monte ses enfants. » Non, tu vois rien. On garde beaucoup leur intimité. Anna, il y a eu une passe où elle aimait ça. Elle voulait qu'on la montre. Puis on s'assurait que c'était correct. Maintenant, elle est dans une passe où elle va avoir 12 ans. Puis elle est comme « Ah, moi, je veux pas. » Parfait. Au point où des fois, je fais des stories. Puis elle passe dans ma story en arrière. Je suis comme « Là, ça, c'est correct. Anna, je t'ai vu. C'est correct? » Puis on m'entend le demander, là, puis comme, ouais, pas de stress. OK, genre, c'est super important. Je veux respecter ça, puis je veux pas rentrer dans leur bulle
Puis, non, tu les forces pas. Là. Le non. contenu, c'est ton compte, c'est pas leur compte. Exactement. Puis il n'y a pas une fois où, mettons, une compagnie m'approche, « Hey, ça serait le fun, telle pub avec tes enfants. » Ben non. Ben non. Ou je vais leur demander, puis il faut qu'il y ait un cachet. C'est ça le moyen. T'sais, fait que là, tu vois, Anna est partie tourner une pub avec Étienne. Il a demandé la permission avant, puis il a dit, tu vas avoir un cachet. Elle était comme, OK, d'accord, tel setting, c'est elle qui s'est arrangée assez. Elle peut regarder les prises puis dire oui ou non. En même temps, je trouve que ça leur forge quand même de l'autonomie. Puis non, c'est correct. Fait que ça, j'ai un tabou là-dessus. Ma famille, on va voir les belles choses. Des fois, on voit que je me suis obstinée ou des trucs de même, mais ce qu'il y a de très personnel va rester très personnel. Parfait. Puis c'est une belle façon pour eux aussi de mettre leurs limites, de voir que tu mets les tiennes, puis mettre les leurs aussi par après. Il faut comprendre aussi que, je suis là, les gens sont gentils, c'est comme des amis, etc., mais je suis quand même pas tweet, là. Je fais la différence entre des vrais amis et des gens que j'apprécie sans réellement les connaître. Fait que des fois, les gens sont comme, oh mon Dieu, mais toi, on sait tout de ta vie. Non, c'est ce que tu penses. Ouais. Mais il y a tellement de choses que tu sais pas de moi, puis c'est correct comme ça. Absolument. Dans le même magazine, Annick te demandait ta définition de la beauté. Tu disais que quand tu étais jeune, ta mère te parlait tout le temps de la beauté intérieure. Ouais. On voulait savoir de quelle façon est-ce que ça t'avait forgé? Plus jeune, j'étais vraiment une belle enfant. Ouais. Puis souvent, les gens arrêtaient ma mère et disaient, mon Dieu, elle est tellement belle ta fille. Des fois, il y a des gens qui sont super bons vieillissants, puis plus jeunes sont moins cute, whatever. Mais j'étais une belle petite fille. Puis à un moment donné, à force de me le faire dire, puis ça, je te parle de, mettons, 5-6 ans, très jeune. Fait que tu le réalises pas. Je disais toujours, oui, mais moi, je suis belle. Parce que tu te le faisais dire. Puis à un moment donné, ma mère, elle regardait Claire Lamarche. C'était Claire Lamarche qui rencontrait quelqu'un qui était une grande brûlée. Puis ma mère m'a fait écouter l'épisode au complet. Puis elle m'a dit, Maïka, tu sais, cette personne-là, elle est belle quand même. Parce que c'est à l'intérieur que ça se passe. Si un jour ça t'arrive, puis que toi, tu as tout misé sur ce que tu es à l'extérieur, qu'est-ce qui va te rester? Ça, c'est resté ancré en moi. Après ça, je me suis toujours rappelée de ça. Ça a été une leçon de vie pour moi. Puis à partir de là, j'ai plus jamais rien misé sur l'extérieur. Ah non? Non. Pourtant, tu sais, on pourrait dire, tu as fait Miss Univers. Tu fais un domaine public de visage, tout ça, mais c'est en complément, tu dirais. Donc, la beauté intérieure et extérieure viennent... Oui, puis tu sais, je l'explique souvent à mes enfants, puis c'est quelque chose qui est connu. Tu peux rencontrer quelqu'un, mettons, tu as 2 personnes que tu rencontres, une qui est physiquement incroyable, l'autre qui est belle, mais c'est peut-être moins à tes yeux que l'autre. Oui. La personne hyper belle se prend pour une autre, est fraîche, etc. Puis tu as l'autre à côté. Tu côtoies à longueur de journée. Je te confirme que la super belle personne va devenir laide et l'autre va embellir à tes yeux parce qu'elle dégage quelque chose. Mais ça, c'est la réalité aussi, tu sais. C'est sûr que je mentirai pas, là. Je vais chez la coiffeuse, je fais mes affaires, j'ai le goût de me sentir bien, mais ça fait pas... C'est pas le noyau de qui je suis, c'est pas le noyau de mon quotidien, c'est pas ça qui est la base de qui je suis. Pour moi, c'est super important de garder ma personnalité. Puis ça, en vieillissant, par exemple, tu sais, c'est normal. Là. Tu continues à étiqueter. Puis c'est ce que j'inculque à mes enfants aussi énormément. Mais il n'y a jamais une fois par la suite où j'ai fait comme hey, je vais juste miser sur ma beauté. Quand j'ai fait les concours de Miss Universe, c'est simplement parce que je voulais atteindre quelque chose d'autre. Je voulais me faire des contacts. Ouais. J'ai utilisé cet aspect-là de moi pour grandir puis arriver à avoir des contacts au niveau des communications. Un tremplin. Oui, exactement. Tu dirais, c'est quoi ta définition de la beauté aujourd'hui? Oh mon Dieu, la beauté, c'est tellement subjectif. Il y a quelque temps, j'aurais pu dire la beauté pour moi, chez un homme ou chez une femme. Là, aujourd'hui, là, tu me le demandes, puis c'est un ressenti. C'est ça, la beauté. T'sais, ça peut être subjectif, mais il faut que tu le ressentes. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça, c'est une émotion. C'est ça, la beauté. Une beauté autant chez l'être humain que dans la nature. Mm-hmm. La minute que je ressens quelque chose, c'est là que je fais comme « Oh mon Dieu, OK, ça, c'est beau. » J'ai pas d'émotion, c'est pas beau. C'est propre à chacun aussi. Oui, exactement. 2021, tu venais nous parler de tes rôles de maman et d'entrepreneur. J'en ai donc bien fait des entrevues. T'en as fait. J'attends passer une autre, là, d'ailleurs. La journaliste te demandait si tu étais du genre à t'attacher à tes maisons. C'est à quoi tu répondais que oui.
tu détestais le changement. Donc, je vais te passer le magazine Oui. ici avec le cher Guy Jodoin. Oui. Là. OK. Euh, C'est dans ah oui, mon Dieu, on n'a pas mis C'est de pas petit grave, post-it sur je vais le celui-là. même. Je vais te le lire en attendant Pendant que tu le ce temps-là, trouves. vas-y. Oui. Tu nous disais, donc, une maison, c'est le phare dans lequel nous allons nous réfugier. Même si, à l'émission Vendre ou rénover, je suggère toujours de vendre, moi, j'ai choisi de rénover. Ma maison était devenue trop petite, alors je l'ai agrandie. Ah, ben justement, Ouais. la suite qui commence à... Je suis bien dans mes vieilles pantoufles, si tu veux nous le lire. Je suis bien dans mes vieilles pantoufles. J'aime la stabilité. Le changement peut être profitable parfois, mais ça me sort toujours de ma zone de confort. Je bâtis à partir de mes émotions, que ce soit une relation ou un achat. Je suis une personne très émotive. Je préfère ne pas trop vivre dans le changement. Moi, ça me rend bien émotive. Je sais pas pourquoi. Ah oui? Oui, juste de dire que je bâtis à partir de mes émotions, c'est tellement ça, moi. Tout part de mes émotions. Je suis très émotive dans la vie, puis je les écoute, mes émotions. Ouais. Tu sais, mettons, moi, je veux pas... J'aime pas le changement parce que il y a des souvenirs dans ma maison. Il y a des souvenirs. Je préfère tout bâtir de l'intérieur, changer de l'intérieur, mais rester à la même place. Puis, tu sais, un jour, je le sais que je vais déménager. Là, je resterai peut-être pas là le restant de mes jours. Là, pour l'instant, mes enfants vont à l'école à côté. Tout est beau, la vie est belle. Mais non, je suis bien dans mes vieilles pantoufles. Ouais. Je veux pas... tu sais, il y a des fois des gens qui sont comme en amour aussi, sont comme ça, ils ont besoin de changement. Tu sais, avec mon chum, moi, je veux pas de changement. Je voudrais que tout reste comme ça. Mon chum, mes enfants, je bâtis mon bonheur à partir de ce que j'ai déjà, tout simplement. Je te sens émotive. Oui, ouais, c'est ça. Oui, ouais, mais c'est parce que, tu sais, des fois, on a des entrevues puis on le dit. Oui. Parce qu'on le ressent. Par exemple, on oublie qu'on a dit ça. Oui. Puis c'est comme, je suis là, OK, mon Dieu, ouais. j'ai toujours été centrée là-dedans, les bonnes choses. Est-ce qu'on peut dire, vu que tu es agente immobilière, est-ce que tu es cordonnier mal chaussé? Est-ce que c'est monnaie courante dans le métier de ne pas bouger alors que vous permettez aux gens de déménager, tout ça? Ou? Quand même. Ouais. Il y a beaucoup de courtiers immobiliers qui restent dans leur maison. On travaille tellement, tout ça, à un moment donné, puis tu veux pas, il y a des coûts aussi, un déménagement. C'est sûr. Fait que je te dirais que ça arrive souvent que les courtiers ne déménagent pas. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, en accompagnant les gens, on est là dans les émotions, dans tout. Ouais. Fait que je pense qu'on a envie assez des émotions avec les autres, ouais. Je pense que c'est plus ça. Puis tu parlais de bâtir ou sur place avec tes émotions, tout ça, mais est-ce qu'il y a donc il y a une partie toi aussi qui n'aime pas le changement? Tu disais, bon, avec ton chum, tout ça, dans ta carrière aussi, c'est à ta... c'est quelqu'un qui n'aime pas le changement à la base. Oui. Mais tu sais, mettons, souvent, mettons, je décide que je veux partir un nouveau projet. Il faut que je fasse attention parce que des fois, j'ai des bulles au cerveau. Mais là, la bulle au cerveau, un coup qui est passé, je fais « Oh non, mais j'étais bien avant. Oh, mais là c'est compliqué. Puis là, il faut que tu repartes à zéro. » Tu sais, j'ai travaillé tellement fort toute ma vie. Tu sais, moi, j'ai commencé à travailler à 14 ans dans les restaurants. J'ai fait les restaurants. Après ça, j'ai fait les restaurants puis les bars. Après ça, j'étais courtier immobilier à 19 ans. Après ça, je faisais courtage immobilier. Je faisais des entrevues pour TVA Sport. Je faisais le dernière heure. J'avais un enfant. J'étais toute seule parce que le papa d'Aiden était aux États-Unis. J'ai vraiment travaillé très, 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 très fort pour avoir ce que j'ai là puis pour avoir une vie plus smooth. Puis j'aime ça, moi, quand c'est smooth. Je suis bien là-dedans. Peut-être parce que, oui, j'ai tellement eu des up and down dans ma vie que j'en veux plus. J'en veux plus du tout. Mais à un certain âge aussi, tu sais qu'est-ce que tu veux puis ce que tu veux plus. Exact. Aussi. On aimerait aussi te parler de ton premier livre, Derrière mon sourire, sorti en 2021. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ta biographie? Les gens se posaient beaucoup de questions, puis m'en posaient beaucoup sur ma vie, etc. Puis à un moment donné, quelqu'un a juste écrit en dessous d'une photo « Hey, tu devrais tellement sortir une autobiographie. » Puis j'étais comme « Ah, t'as raison. » Et quelqu'un de pratico-pratique a vu ça, puis il m'a contactée. Sur le coup, j'étais là, ça fait pas prétentieux, tu sais. J'étais jeune, puis tout ça. Puis j'ai réalisé que j'avais comme 60 vies dans une vie. Puis je me suis dit, ben, why not? Au pire, personne l'achète. Puis au mieux, ben, quelqu'un l'achète. Puis finalement, il était best-seller. Fait que ça a bien été. Puis c'est un processus que tu as apprécié. Donc, tu as sorti un deuxième livre par la suite, S'aimer à temps plein, mon cheminement vers le bonheur. Ça a été quoi la démarche pour celui-là? Une fois que tu as fait ta biographie, qu'est-ce qu'on aborde dans un deuxième livre? Tout ce que je vivais, tu sais. J'ai eu un surplus de poids qui est arrivé après Livia, la dépression postpartum. Il y a eu bien des affaires qui se sont passées, comme ben du monde. Absolument. Tu sais, je te dirais que 80% des femmes vivent ça. J'ai comme fait, hey, j'ai le goût d'en jaser, j'ai le goût de parler de tout ça. Puis, tu sais, le cheminement vers le bonheur, là, c'est tellement facile à dire, puis c'est tellement difficile à faire. Fait que, tu sais, je fais comme un cheminement dans le livre, puis à la fin, je le dis,
C'est drôle parce que je vous explique tout ça, mais je ne l'ai pas encore atteint, moi, mon bonheur absolu. T'sais. Fait que ça m'a fait du bien, ça aussi. Ça, là, il a été tough aussi à écrire parce que, tu sais, le premier, j'avais vécu toutes ces choses-là, puis j'étais passée à autre chose. J'étais encore là dans mon cheminement vers le bonheur, dans l'acceptation de qui je devenais, de qui j'étais, etc. Puis je me comprenais pas encore à 100% parce que j'ai réalisé par la suite que j'étais encore en dépression postpartum après 4 ans. Fait que ça a été un gros cheminement. Est-ce que tu as reçu que ce soit après ce premier livre ou le deuxième, des témoignages? J'imagine un peu comme sur tes réseaux sociaux, ça a trouvé écho chez des gens? Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Il y a toujours quelqu'un qui a vécu un peu comme toi ou qui vit comme toi puis qui a besoin d'avoir juste une petite phrase ou un petit chapitre qui va faire en sorte qu'ils vont se prendre en main ou que ça va changer leur vie. Fait que j'ai eu beaucoup de messages par rapport à ça. Beaucoup d'appréciation, de remerciements. Puis j'étais comme, mais vous n'avez pas à me remercier, moi je l'ai fait pour comme... Ouais. Pour toi, cheminer, exactement. Mais tant mieux si ça a aidé des gens. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu dans ma vie. Tu sais, j'étais toute petite, puis je rêvais de faire une différence dans la vie des gens. Tout le temps. Je faisais du bénévolat avec ma mère, tu sais, plein de choses. Fait que pour moi, ça, quand quelqu'un me disait « Hey, ça m'a vraiment aidé », j'étais là « OK, j'ai réussi ». Oui. Que ce soit une personne, t'as fait ton travail. Oui. Dans l'entrevue où tu venais nous parler de ce livre-là, je te le glisse juste ici, à l'instant. Oui. Donc, tu nous accordais une entrevue en 2024 pour nous parler de ton deuxième livre. Oui. Et le journaliste avait demandé où tu en étais dans ta démarche. Donc, on vient un peu de l'aborder, mais tu peux nous lire un peu ce que tu nous disais qui ressemble un peu. Ça va un peu mieux. J'ai compris qu'une personne qui voudrait apprendre à s'aimer à temps plein devrait suivre le chemin que j'ai fait. Elle doit mettre sur papier tous ses problèmes. Ça va lui permettre d'en prendre conscience. Je vais mieux dans mon rapport à la nourriture aussi. En l'écrivant, j'ai vu que ça n'avait pas d'allure. Je prends plus conscience de ce que je mange. Même chose avec mes achats compulsifs. J'essaie de me parler à moi-même, de me raisonner avant de commander. Écrire un livre et le relire par la suite m'a permis de faire un grand cheminement. C'est tellement vrai. Ouais. Mais ça, c'est 2024, donc c'est tout frais, mais est-ce que ça trouve encore écho chez toi? 100%. Ouais. 100%. J'ai réappris à manger normalement. J'ai perdu mon poids que j'avais pris à ma grossesse d'Olivia. J'ai repris les rênes de mes émotions aussi. Je suis plus en dépression postpartum. Ça va vraiment bien. Mais tu sais, de le réaliser fait en sorte que tu peux le régler. Ouais. Tant que tu le réalises pas, tu peux pas. J'achète encore, mais beaucoup moins compulsivement. Beaucoup moins. Ben, tu as une famille, il faut faire des petits achats de temps en temps quand même. Là. Mais c'est intéressant, je trouvais, parce que de l'écrire, c'est une chose, mais comme tu dis, de le relire, ça aussi, est-ce que c'est pire de relire ton livre ou de l'écrire? Ouais. Il y a plein de fois, je le relisais, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je vais me faire juger. Tu sais, c'est facile de dire quelque chose en story, là, ça part 24 heures plus tard. Là, j'étais comme, ça va rester à vie. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un exercice d'humilité énormément parce que tu le dis, tu l'écris, tu as quelqu'un qui t'aide aussi au niveau de l'écriture. Puis là, oups, tu le relis, puis tu fais « Ouch! OK, c'est vrai. C'est vrai que je suis comme ça. C'est vrai que si je veux atteindre mon plein bonheur puis mon plein potentiel, il faut que j'arrive à régler mes petites bébites. Ouais. Tu sais? Fait que, gros exercice d'humilité. Travail d'une vie. Oh oui! Est-ce qu'un troisième livre pourrait être en chantier éventuellement? Non. Hey, c'est de la job, là. Puis je pense que j'ai fait le tour, là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, j'écrirai pas un livre pour dire « Allô, je te heureuse. » Là, ça va. Oui, c'est ça. Comme, non, je vais bien, fait que j'ai plus goût de chialer nulle part. On va s'en tenir aux réseaux sociaux. Avant de continuer, on voulait te faire un petit quiz nostalgique. Bon, c'est un thématique aujourd'hui, archives et tout ça. Donc, on a une petite rafale nostalgique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et c'est toi qui as ta bonne réponse. J'ai pas la réponse de noter quelque part. Donc, quel est le premier CD que tu t'es acheté? Les Backstreet Boys. C'est bon? Oui, bien. Okay. Ah non, c'est ça, je n'ai pas la réponse. Pas de réponse, exact, OK. Les Backstreet Boys, je te fais confiance avec les Backstreet Boys à 100%. Sinon, ça aurait été genre Lara Fabian. Mais les Backstreet Boys, non. Backstreet Boys, pas mal sûr. 100%. Que tu as vu très récemment. Là. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Ben, tu en as parlé sur le réseau. Mais... mon chum a décidé de me faire la surprise d'une vie. Ouais. Il m'en a dit, écoute, je pourrais pas regarder le Super Bowl parce que pendant le Super Bowl, on va être à Vegas. Puis je suis comme, ouais. On s'en va les Backstreet Boys. Fait qu'on est parti sur les Backstreet Boys 4-5 jours, juste les deux ensemble. J'ai toujours été une immense fan. J'ai pleuré comme un bébé. J'ai chanté là-bas. Tu les avais jamais vus? Je les avais vus une fois à Québec, mais genre dans le pit, puis très, très jeune. Fait que là, je voulais les revoir. Puis tu sais, à Vegas, avec la sphère, tout ça, c'est une expérience, mais tu sais, ça coûte cher, là. Fait que j'étais comme, aïe, j'aimerais ça y aller. Mais là, au moment où j'ai commencé à en parler, que je voulais y aller,
j'ai appris que le show finissait comme en février, fin février. Fait que j'étais comme, je pourrais pas y aller. Ben, mon chum m'a réglé ça. Puis comme il y avait des contacts. Il y a des bons contacts, oui. Il travaille avec AJ McLean pour les boissons atypiques. Oui. Fait que là, il a réussi à m'avoir une rencontre avec AJ, Kevin, puis oui. Puis là, j'ai capoté ma vie. Mais comme on dit en bon français, tout est dans tout. Là, on te demandait ton premier CD, puis ça nous a amené là-dessus, on le savait pas. Le premier film que tu as vu au cinéma? Je pense que c'est Le Roi Lion. Le Roi Lion ou Pocahontas. Un des deux, mais je suis pas mal sûre que c'est Le Roi Lion. Je me rappelle être sortie de là démolie. Comme pire film à voir quand t'es jeune au cinéma. J'avais mal intérieurement puis je pleurais. Ouais, c'est ça. Ça nous a tous marqués. Ton premier crush, pas juste vedette, mais dans la vraie vie, tu sais, dans la cour d'école, ou est-ce que tu te souviens? Ton premier petit chum ou ton premier... Non, mon premier chum, ça a été loin. Mon premier crush, j'ai jamais reparlé, là. Peut-être qu'il va entendre parler de ça. Il s'appelait, si je me trompe pas, Jérémy Soucy. J'ai aucune idée de ce qu'il est devenu dans la vie. Il était un peu plus vieux que moi. Okay. Je pense qu'il était peut-être en secondaire 1. Puis moi, j'étais genre en 5e année. Puis finalement, c'est ma cousine qui est sortie avec. J'étais démolie là aussi. Oh mon Dieu! Ouais, je me rappelle que je le trouvais donc beau puis donc fin. Ouais, c'est un gars de ma ville, mais écoute, je jamais revu. Perdu de vue. Oui. Ton premier concert? Mon premier concert, genre Casse-Noisette. Puis j'ai pas aimé ça. Oh. Ben, jeune, des fois, ça peut être long, ça peut, tu sais, on n'apprécie pas autant. Oui, j'étais vraiment jeune. C'était mon cadeau de Noël. OK. Puis moi, je pensais que c'était des billets pour les Backstreet Boys. Oui, bien, on change de registre, là, vraiment. Fait que je pense que j'aurais aimé ça, mais là, c'était la déception. Aussi avec comme, ben voyons, j'ai demandé des billets pour les Backstreet Boys qui vont être à Montréal, puis vous m'amenez voir Casse-Noisette, comme... Il est unique. Là, c'est le cadeau, tu reçois des billets, puis t'es comme, c'est les Casse-Noisette. Oh, pas là, ouais. C'était peut-être pas ce que t'attendais. Non, vraiment pas. La première fois que t'as pris l'avion? La première fois que j'ai pris l'avion, je devais être peut-être 5-6 ans avec mon père. On était allés au Club Med à Riviera-Maya, mais je m'en rappelle pas. J'ai des photos pour m'en rappeler, mais je pense que c'est la première fois. Ouais, pas mal sûr que c'est ça, mais je m'en rappelle pas. Un objet que tu gardes par nostalgie? Une petite statuette de la Vierge Marie avec Jésus qui était chez ma grand-mère, ou non, mon arrière-grand-mère. Ça fait des années que je l'ai. Puis c'est parce qu'elle avait fait voyons, je cherche le mot. Tu sais, quand tu marches. Un pèlerinage. Oui, un pèlerinage. Puis il y a écrit pèlerinage en dessous avec l'année. Okay. Puis ça, c'est dans mon bureau en hauteur. Okay. Puis je le garde vraiment nostalgique. Près de toi. Oui. Est-ce que tu te souviens, ton premier appart était situé où? Oui, dans le sous-sol de chez ma grand-mère. Ouais. C'est pas loin. Ben, moi et ma mère, on a 2 gros caractères. Puis à un moment donné, j'étais comme, je veux prendre mon indépendance parce que j'avais besoin d'indépendance, mais en même temps, c'était stressant. J'avais 18 ans, là. J'étais toute jeune. Fait que ma grand-mère a dit, garde, si tu veux, le sous-sol, je vais tout te le finir en appartement. Tu vas avoir ton entrée sur le côté. Puis j'ai payé un loyer très moindre, là. C'était pas une grosse affaire. Puis, fait que ça a été là jusqu'à ce que je rencontre Guillaume. OK. Fait qu'avec Guillaume, on était souvent dans le sol chez ma grand-mère, qui était mon appartement. Personne ne me dérangeait. C'était vraiment un appart. Puis après ça, on a déménagé ensemble. Un plat qui te rappelle ton enfance? Les sous-marins, ça s'appelait des Molini. Okay. C'était au restaurant de ma grand-maman. Elle avait un restaurant style fast-food, une petite cantine. Puis c'est ma mère qui avait inventé cette recette-là. Fait que c'était avec comme viande hachée, des boulettes là, sur le côté, avec fromage. T'avais des épices italiennes, vinaigrette italienne, piment, tomate, oignon, salade. Il n'y avait pas d'olive là-dedans. Puis avec la vinaigrette italienne sur le dessus. C'était super bon. C'est quelque chose que tu reproduis pour tes enfants, oui? Les Molini sont dans la famille. Et ça aurait été quoi ton titre honorifique dans ton album du secondaire, ton album de finissant? La plus propice à ou la plus... La fille qui parle trop. Je parlais toujours. Fait que, tu sais, mon fils est exactement comme moi. Puis ma plus jeune aussi. C'est 2 mini Maïka qui parlent constamment. Fait que je peux pas vraiment les chicaner. Parce que ma mère, quand mettons...
un des enfants arrivait, ou mettons Livia actuellement. Là, je suis pas dans le bleu parce que j'ai parlé tout le long, puis j'ai pas levé ma main. Elle me rappelle comme... Je suis quelqu'un. C'est un peu dur de les chicaner quand t'es passé par la même. Oui, j'ai toujours été comme ça. Je posais beaucoup de questions aussi. J'ai toujours été... j'ai pas toujours, en fait. Je suis quelqu'un qui est croyant. Je suis un peu pratiquante, mais j'allais au départ dans une école catholique au secondaire. Puis avant de devenir officiellement croyante, parce que moi, ma mère ne m'a pas fait baptiser. OK. Elle m'a fait baptiser. En tout cas, elle voulait pas me parler de rien. Elle était comme, je veux que tu choisisses ta propre religion. C'était super important pour elle. Fait que je posais des questions. Tu sais, j'ai étudié le bouddhisme, j'ai étudié... il y avait une église protestante en avant de chez nous, j'étais allée m'informer, j'ai fait plein d'affaires. Puis là, j'étais en classe, puis je posais des questions, mais je comprends pas comment la Vierge Marie a pu tomber enceinte sans avoir de relations sexuelles. Oui. Puis ils m'ont sorti de la classe. Ouais. C'est la question de trop. Oui, c'était la question de trop. Puis j'étais comme, pourtant, c'est une question qui est logique. Oui, Explique-moi, genre, j'ai besoin de comprendre. Ouais. J'ai besoin de comprendre tout. Je pose toujours énormément de questions. Si je comprends pas quelque chose, ça marche pas dans ma tête. Ouais. J'ai besoin de comprendre et de savoir. Fait que j'étais de même aussi plus jeune. Ça occupe quelle place dans ta vie, la foi? Parce que c'est rare qu'on en parle quand même publiquement. Quand ça va pas bien. Tu sais, souvent, c'est ça. C'est que quand ça va bien, ça va bien. Mais quand ça va pas bien, c'est ce qui me garde la tête haute puis droite. Moi, j'habite à côté du Mont-Saint-Grégoire, qui est l'endroit où le frère André habitait. Donc, tu sais, moi, à la place d'aller à l'oratoire Saint-Joseph, quand j'étais jeune, je m'en allais me recueillir là très souvent. Mes enfants y vont aussi. Tu sais, je pense que c'est important de croire en quelque chose, peu importe ce que c'est. Rendu là, tu sais, si mes enfants me disent, ben moi, je crois pas en Dieu, je m'en fous comme dans l'an 40, crois en quelque chose au moins. Tu sais, je t'obligerai jamais à croire en Dieu en ayant mes croyances. Tu sais, ma fille, Livia, 6 ans, est au stade où elle me pose, bon, mais... C'est comme comment je sais si je vais aller en enfer ou au paradis, puis c'est où le paradis, puis c'est où l'enfer, puis est-ce que les méchants à l'école, quand ils disent des gros mots, eux aussi, ils vont aller dans le sol où il y a les flammes de l'enfer, puis là, je suis comme... c'est des grosses questions, là. Là, je suis comme, non, Livia, là, tu sais, comme, ne tue personne, s'il te plaît, parce que sinon, tu vas aller en enfer, et comme, ben non, mais ça n'arrivera pas, fait qu'elle dit, OK, puis là, elle me pose des questions, est-ce que je vais m'envoler dans les airs, est-ce que mon corps va... Elle me fait rire, là, je suis comme, c'est des questions... La même curiosité que tu avais, au final. Exactement. Puis, tu sais, ils ont toujours eu... Aiden avait sa petite Bible en carton que tu peux acheter à l'oratoire Saint-Joseph pour les enfants. Fait que, tu sais, moi, c'est comme si t'as le désir d'apprendre, je vais te l'apprendre. Si tu t'en contrefiches, ben parfait. Je t'en parle pas. Je suis pas en train d'endocriner tout le monde, là. Mais moi, c'est juste que ça me fait du bien. Ça me garde un port d'attache à quelque part. Puis ça me ground. Une belle façon de le voir. Maintenant, avant de conclure, on voudrait savoir si ça s'en vient pour toi en 2026. Donc, tu l'as mentionné rapidement tantôt, tu as ton balado, tu as ton propre balado. C'est quoi ton style? Tu as Vendre ou rénover. Il n'y a pas de 3e livre, mais qu'est-ce qu'on peut... Je continue. J'ai toujours ma compagnie Fauve Collection, qui est une compagnie de sacs à main puis de bijoux. On a des nouvelles collections qui s'en viennent. Ça va vraiment bien. Ça fait 3 ans là, qu'on existe. Fait que, tu sais, dans une... c'est un secteur qui est très difficile à percer. Fait qu'on est vraiment content. Je dis « oh », mais je suis la seule propriétaire. Fait que, tu sais, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile que ça. Là. J'avais pas de cheveux blancs avant d'avoir cette compagnie-là. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, quand je dis « ah, j'ai plein de projets », ma vie allait super bien, elle était super calme. J'avais pas eu à investir mes sous personnels dans rien. Là, je l'ai fait, puis ça a été stressant. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose. Maintenant, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont des entreprises. Sinon, tu sais, je continue toujours à être à rythme FM. Je fais des remplacements. J'aime toujours la radio. Fait que, tu sais, je continue à faire ce qui me fait du bien. Je continue à garder autour de moi les gens qui me font du bien aussi. Fait que c'est pas mal ça, ma vie. Puis maintenant qu'on a fait un grand retour en arrière, qu'est-ce que tu penses que la Maïka de 2007, là, on n'a pas l'archive de 2007, mais celle qu'on avait à l'écran tantôt qui nous accordait sa toute première entrevue, ce qu'elle dirait de toi aujourd'hui? Elle dirait, prends pas un verre de vin avant de répondre à une entrevue, que tu ne répondrais pas en temps normal. Oui. Je pense qu'elle serait fière. Pas de cette entrevue-là, mais elle serait fière. Elle serait fière d'elle, de la famille aussi que j'ai. Parce que moi, j'étais jeune, puis je disais, moi, là, je veux pas être riche dans la vie. Je veux 4 enfants puis un gros divan. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Fait que quand je me suis séparée avec le père d'Aiden, je pleurais, puis j'étais comme, moi, je m'en foutais qu'il y ait de l'argent. Je l'ai rencontré, il y avait pas une scène. Tu sais, c'est moi qui payais le McDo. Puis j'étais comme, tout ce que je voulais, c'était un gros divan puis des enfants, tu sais. Fait que j'ai quand même réussi à accomplir. J'ai 3 enfants, j'en ai pas 4. Mais
Mon chum en a un Oui. qu'on voit pas, qui est aux États-Unis. Fait qu'on en a 4. Fait que dans le fond, j'ai réussi. T'as réussi. C'est pas le mien, mais je voulais qu'on ait 4 enfants. Fait que, puis j'ai un très gros divan. J'allais te demander, c'était ça, Oh le mon gros Dieu, divan. oui. Genre, j'ai jamais demandé à mon chum d'investir dans le divan parce que j'étais comme, tu vas chialer. Mais j'ai le plus gros divan au monde parce que je veux qu'on passe du temps ensemble, collés sur le divan. Puis j'ai réussi ça. Une belle analogie aussi. Oui. Le divan est une analogie pour la vie aussi. Oui, oui. Merci, Maïka. Hey, ben merci à toi. C'est super le fun. Fun. Pas trop, à part celle-là, pas trop traumatisée du reste qu'on t'a montré. Non, pas trop traumatisé, ça va bien, mais en même temps, tu sais, j'ai eu votre accord de dire comme, hey, pour vrai, pour une fille de 22 ans, t'étais pas pire. Oui, non, je veux dire, l'âge, puis le contexte aussi, Oui. là, disons-le, là, quand même. Mais tu sais, on va se le dire, moi puis Annie, on se parle maintenant, on est amis. Fait que j'étais fâchée là, puis maintenant, Puis maintenant, la vie fait bien les choses. l'eau a coulé sous les ponts. Exactement. Merci, Maïka. Merci à toi. Prochain numéro est une production de Cube Studio. À l'animation, Vanessa Hébert. Conception et production au contenu, Simone Fortin-Bélanger. À la recherche, Nancy Gagné. Montage additionnel et habillage sonore, Frédéric Poirier. Merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode.